Luxembourg belge, qui est une ASBL provinciale en charge de la promotion touristique, et notamment sur la destination Ardennes, avec ses collègues et nos partenaires de la province de Namur, de Liège, le département des Ardennes, mais aussi les Grands-Duchés de Luxembourg avec sa partie nord ardennaise. Donc la FTLB est aux côtés des professionnels pour soutenir l'image de la destination ardennaise, mais on a eu la possibilité de travailler avec des collègues de Flandre occidentale, à Westour, donc le bureau du tourisme de la Flandre occidentale, donc pour vous situer la côte belge et l'arrière-pays flamand, mais aussi toute une série d'acteurs de Dunkerque avec qui nous avons décidé de travailler sur ce qu'étaient les nouvelles tendances du monde du tourisme. Alors vous y êtes au quotidien, sans quoi je pense que vos activités ne tiendraient pas si vous n'étiez pas dans le mouvement, évidemment, mais on s'est dit qu'on pouvait peut-être vous accompagner pour soutenir quelques petites idées de tendance. Et donc c'est un événement qu'on est très heureux auquel on est très heureux de participer, pour présenter le travail de l'école hôtelière de La Roche dans un contexte où il nous a semblé intéressant de travailler sur le concept de petit déjeuner ardennais. Pour nous, travailler les produits locaux, travailler éventuellement un petit déjeuner en phase avec l'identité ardennaise était quelque chose qui était important. Alors beaucoup le font déjà, mais il nous semblait peut-être intéressant de le remettre au goût du jour pour soutenir dans la tête de nos clients, flamands, hollandais, allemands, français, l'importance de prendre peut-être un petit déjeuner typiquement ardennais, comme on le fait parfois en Angleterre. Et donc le débat est lancé avec le secteur hôtelier et le secteur de la restauration pour réfléchir à ce que doit être le bon produit, le bon petit déjeuner ardennais. Alors Philippe, on va donc présenter l'école hôtelière. On va présenter les deux équipes et d'abord Madame Grégoire. Bonjour Madame Grégoire. Bonjour, enchantée. Alors effectivement, vous êtes venue avec ici deux équipes, l'équipe des filles, l'équipe des garçons qui vont se livrer amicalement, bataille cet après-midi. Alors on va présenter l'équipe des filles. Il y a Inès Gonzalez, qui est élève de 5e en stage au Saint-Court à Nadrin. On a Floria Rasquin, voilà, 5e également, et en stage à la Grange à Auton. Et avec elle, Capucine Burton, élève aussi de 5e, actuellement au restaurant Les Lanternes à Ouiris. Alors vous allez nous proposer des foies de volaille aux noisettes flambées, péquets adoucis au miel, des œufs brouillés à la maquette, des galettes de pommes de terre au lard, des toasts de pain dolmen et des tuiles de pommes. Mais d'où proviennent tous ces bons produits? Alors le lard provient de la boucherie Bouillon à La Roche, le foie de volaille provient de Bastogne, la maquée provient de Randeux, de la ferme de la Vallée. Le miel de La Roche en Ardennes. Oui. Et le pain de l'artisan Saint-Thibault. Voilà, vraiment tous des artisans de la région de La Roche et environ, c'est très bien. On passe aux garçons maintenant. Alors, pour les garçons, nous avons Rory Ostenks, qui nous élève de 6e, qui est en stage à Azimut, à Manhay. On a Nicolas Bomboire, élève de 6e en stage à la Plume d'Oie, à Nadrin. Et on a Hugues Hogg, qui est lui élève de 5e et en stage au Noméza à Érezé. Alors vous allez nous proposer du porc en gravlax, des croquettes de pommes de terre au fromage blanc, un crumble de fruits secs, du pickles ardennais et des tuiles. Alors d'où viennent ces bons produits? Alors le porc vient de chez Bouillon et Fils à La Roche. Les légumes viennent de chez Gossio et Frères à Randeux. Le pain vient de chez l'artisan Saint-Thibault. Et la maquée, c'est la ferme de la Vallée. Voilà, la ferme de la Vallée. Voilà, eh bien attention, j'espère que vous êtes prêts. Pendant 1 heure, vous avez 1 heure pour préparer toutes ces bonnes choses. Et puis après, il y aura la partie dégustation, mesdames et messieurs. Attention, c'est parti pour 1 heure. Alors pendant ce temps-là, on va vous parler un peu de l'histoire du petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on mangeait jadis en Ardennes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble en compagnie de Françoise Ludgen de la province de Luxembourg qui nous a rejoint. Bonjour Françoise. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors effectivement, à ce petit déjeuner ardennais, la revue Regard d'Ardennes, réalisée par la Fédération touristique, qui a consacré un article il y a
quelques mois de cela. Donc, on va revenir un peu sur cette nourriture d'autrefois, les petits déjeuners et les produits qui étaient consommés par les gens de nos campagnes. Alors, que mangeait l'Ardennais autrefois? Ah. L'Ardennais mangeait d'abord ce qu'il produisait lui-même, c'est peut-être ça qu'il faut retenir. On avait beaucoup de petites fermes, de gens qui n'avaient pas beaucoup de revenus, mais qui produisaient à la fois par leur potager. Ils avaient une vache ou deux, souvent quelques volailles, un cochon généralement, et donc à partir de là, ils pouvaient avoir beaucoup de légumes. C'était surtout ce qui était consommé. La pomme de terre est peut-être l'aliment de base. On le retrouve d'ailleurs dans les petits déjeuners plus contemporains qu'on retrouve ici. Un peu de lard, bien sûr. Les fruits, les légumes, ça je l'ai déjà dit. Mais également pour les viandes, c'était plus rare, pas tous les jours, en général dans la majorité des familles. Évidemment, le porc, le bœuf plus rarement. Puis peut-être aussi ce qu'on repêchait à la chasse, enfin pêchait. Ce qu'on pêchait ou ce qu'on chassait, selon les périodes évidemment. Alors effectivement, on peut dire qu'on mangeait réellement de saison à l'époque. Ah oui, c'était de saison, ou alors quand ce n'était pas de saison, puisque il fallait manger toute l'année, on avait des méthodes pour conserver qui étaient bien éloignées de celles qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas de frigo, pas de congélateur, donc les gens s'organisaient pour conserver leurs produits. Alors quels étaient donc les principaux produits de l'époque? Alors dans les produits qui étaient surtout conservés par les méthodes de l'époque, on retrouve des manières de faire qui étaient le séchage pour certaines choses. Bon, ça c'était peut-être pas le plus courant. Beaucoup de stérilisation pour tous les légumes, etc. Des stérilisations au vinaigre aussi, par exemple les fruits. Moi, je me souviens de ma grand-mère avec ses poires au vinaigre ou ses prunes au vinaigre. Tout ce qui est aussi parfois dans l'alcool. Bon, ça c'était évidemment un peu mes choix. Et salage, sucrage, certaines choses fermentées également. Voilà. Ça permettait vraiment de conserver les produits. Il fallait. Et qu'en était-il du pain alors à l'époque? Alors le pain. On va dire que d'abord l'Ardennais, peut-être si on revient au petit déjeuner, mangeait de la pomme de terre. Bon, c'était pas le pain forcément. Donc il y avait la pomme de terre dès l'aube. On disait il semblerait que les Ardennais autrefois, il fallait de l'énergie pour aller dans les champs, en forêt, etc. Avec comme deux petits déjeuners, on va dire. Un premier dès le départ vers les travaux. Et souvent c'était pomme de terre avec du lait bouillon voire du bouillon. Et puis, il y avait une autre collation, on va dire, vers 9-10 heures du matin, selon les saisons, où là, la tartine viendra. Alors, les pains étaient des pains, évidemment, avec les céréales qu'on pouvait cultiver en Ardennes, qui n'est pas un sol top pour la culture. Ce seront surtout des pains soit d'épeautre, soit de seigle, en général. Donc, le seigle, très noir à ce moment-là. Alors, le café, le riz, les pâtes, quand ces aliments-là se sont vraiment retrouvés dans nos maisons en Ardennes? Ah oui, ça n'a pas toujours été là. Bon, c'est surtout vers la fin du 19e qu'on va commencer à les voir. Et plusieurs de ces denrées seront réservées aux occasions, on va dire. Bon, progressivement, quand même, le café fera partie du quotidien. Souvent allongé, à la chicorée. Je crois que tout le monde a peut-être, en tout cas, tout qui a un peu mon âge au moins, a connu des cafés allongés à la chicorée. Chicorée que les ménagères ou les gens cultivaient dans leur potager. Et je me suis un peu intéressée à ça parce que j'ai toujours vu les chicorées en sachet. Et puis je me suis rendu compte que non. J'ai même appris que, là de nouveau je reviens à ma grand-mère, on avait cultivé dans son jardin. Et en fait, comment procédait-on? On prenait la racine de cette plante, on la coupait en petits éléments qui étaient séchés. Quand on le pouvait, c'était torréfié, mais séché au four. Et puis c'était utilisé dans le café pour l'allonger. Puisque le café était quand même cher, c'était des denrées dites coloniales. Riz, café, poivre, sel, etc. étaient quand même, on les rencontrait dans les épiceries qui se sont installées dans les villages fin 19e essentiellement. Alors il y avait beaucoup de repas par jour. Et oui, oui, c'est pas pour ça qu'on mangeait riche, mais on mangeait souvent, il fallait prendre de l'énergie. On dit qu'il y en avait au moins 5, voilà. Donc les 2 du matin dont j'ai parlé, et puis les autres, on peut les imaginer dans le courant de la journée. Voilà, alors il y a aussi donc toute une partie de mets salés. Alors oui, dans les mets salés dès le matin, puisque comme je le disais tout à l'heure, la pomme de terre, salée, pas salée, on y met du lait, mais on ne met pas du sucre a priori. D'ailleurs, le sucre n'est pas non plus un aliment qui viendra comme tel
très tôt dans l'histoire, ça viendra dans le courant du XXe siècle, essentiellement. Les sucres venaient des fruits au départ, hein, donc dans les macérations de fruits, des choses comme ça. Donc dans les mets salés, on va utiliser souvent le lard, hein, le lard que je pense qu'on le retrouve encore bien aujourd'hui dans les plats ardennais et qu'on l'apprécie toujours beaucoup. L'autre, je vais parler d'un peu d'une graisse aussi qui était utilisée à l'époque. C'était pas l'huile d'olive qu'on retrouve de plus en plus, bon, qui est un peu conseillée sur le plan diététique, mais bon, il y avait le saindoux qu'on ne retrouve plus dans toutes les familles aujourd'hui, mais qui était la belle graisse fine et blanche du porc et qui était très utilisée dans la cuisine, qui donnait un bon goût d'ailleurs. Voilà, alors effectivement, au niveau céréales, on en produisait vraiment peu à l'époque. Oui, le sol est pauvre hein, en Ardennes pour les céréales, donc comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où vraiment le pain fera plus partie du quotidien, on aura, comme je dis, pain épeautre, pain seigle, qui ont, dit-on, remplacé ce qu'on appelait le pain de métaille, qui était un pain, lui, réalisé à partir d'un mélange de céréales, mais des céréales plus pauvres, qui pouvaient même se cultiver l'hiver sur nos sols, et donc qui était sans doute un pain moins bon. Je ne l'ai pas goûté, c'est quand même plus vieux que moi. Mais et donc, les ménagères préparaient leur pain jusqu'à un certain moment dans le siècle où souvent il y avait quand même le boulanger, le four du boulanger, qui parfois servait d'ailleurs aux ménagères. Et ça, c'est pas moi qui m'en souviens. Mon papa se souvient, enfant, de sa maman, de eux, qui plutôt allaient conduire les tartes préparées par la maman au four du boulanger du village. Il y en avait une vingtaine, hein, c'était pas 2-3 tartes. Et il revenait avec toutes ces tartes qui avaient été cuites au four du village, quoi. On ne disait pas le four banal, ça c'est au Moyen-Âge, mais c'était quand même un four commun, voilà, par moment. Alors il y avait des bouillies aussi. Ah oui, des bouillies. Alors les bouillies, on dit qu'il y avait des bouillies, on en connaît encore un peu, c'était peut-être un peu nos muesli d'aujourd'hui d'une certaine manière. Hein, bon. En Angleterre, il y a les gruaux d'avoine. Ah oui, ben voilà. Bon, je crois qu'on en a eu un peu chez nous aussi. Donc c'était avec avoine, orge, même d'haricots, des fèves. Donc c'était une bouillie, c'était surtout très nutritif. Et voilà, les Ardennais s'en nourrissaient pour reprendre des forces. Alors donc le matin, dès 6h, qu'est-ce qui était donc à l'honneur? On l'a dit, la pomme de terre surtout. Oui, c'est ce qui semble être le cas, la pomme de terre. Bon, puis quand le pain est plus entré dans les choses, on peut avoir ce qu'on appelait la trampinette, que moi je pense qu'il y a encore des personnes âgées qui peuvent s'y amuser. Donc la tartine sur laquelle on déverse le café carrément. Donc c'est pas tremper la tartine dans le café, mais c'est le café ou un bouillon qui venait inonder la tartine. Et bon, donc on dit que pour la collation de vers 9-10 heures, dans les champs, je ne sais pas si on a vu les photos ou pas, il y a quelques anciennes photos de Dauchot, d'Edmond Dauchot, qui montrent comme ça, il y en a une qui devrait passer, on apportait le pain dans les champs et souvent avec la maquée. Donc la maquée qui est cette espèce de fromage blanc que beaucoup connaissent, qui était le fromage réalisé à partir de l'écrémage du lait, puisqu'on gardait le lait riche pour le beurre. Et on sait que dans beaucoup de familles, ce beurre était surtout utilisé comme une denrée de vente pour avoir un peu d'argent. Et donc on se gardait pour soi la partie la plus pauvre, on va dire, la maquée. Mais ça peut être très bon. Hein. Mais j'ai entendu qu'il y en avait aussi. Il y en a dans les petits déjeuners aujourd'hui. Alors, il y avait aussi de la soupe le matin, très tôt? Oui, enfin, on appelle ça une soupe si on veut. C'est nouveau. C'était le mélange. Oui, un mélange. De nouveau à base de patates. Je vais dire patates, là. Alors, la consommation de viande, de matière grasse, à cette époque, pas beaucoup de viande. Beaucoup moins, semble-t-il, en tout cas jusqu'à un certain moment, et surtout aussi dans les familles plus pauvres, je vais dire, puisque la viande éventuellement que eux produisaient, même les poulets, etc., était aussi souvent utilisée comme un produit de vente pour avoir de l'argent. Il n'empêche qu'il y avait quand même des jours où on mangeait de la viande et ce qu'on pouvait manger aussi, puisque de nouveau il y a l'histoire de conservation. Donc ça n'empêchait pas certaines viandes d'être stérilisées. Ça, je sais qu'il y avait des bocaux de viande stérilisés. On en mangeait plus aux occasions. Et le dimanche, c'était quand même le jour de la viande. Alors bon, progressivement, il y en a eu de plus en plus quand même dans les familles, un peu tous les jours, au moins un petit morceau, sauf le vendredi
La religion l'interdisait à l'époque. Mais bon, on allait chercher du poisson à la rivière. Et par exemple, le saumon, il y en avait qui... Enfin, j'ai envie de dire, ça débordait. C'est pas une histoire, je sais que c'est une réalité. Il y a eu une époque où des ouvriers qui étaient engagés saisonniers dans certaines régions autour de Lourdes, enfin de Lourdes, qui, dans leur contrat de travail, demandaient à ce que la nourriture, le saumon soit supprimé tellement on leur en servait à tous les repas, donc ils en avaient jusque-là. Donc comme quoi, selon les époques, des produits peuvent devenir plus ou moins luxueux ou courants selon ce qui est produit directement chez soi. Alors effectivement, si on parle de viande à l'époque, c'était essentiellement le porc. Ah ben oui, hein, notre bon cochon, hein, tout le monde connaît, tout est bon dans le cochon. Et puis le porc était facile pas à cultiver, mais à élever. Il était nourri un peu de la même chose que la basse-cour, hein, avec les résidus ménagers. Il ne demande pas beaucoup de soins, on va dire, c'est facile, c'est un animal qui s'engraisse aisément. Et puis qui de fait permet qu'on l'utilise totalement. Hein. Rien n'était perdu quand on tuait le cochon. Jour évidemment éminemment festif. On sait que ça se passait en hiver, il faut imaginer le froid dans notre Ardenne. Enfin, je ne vais pas aller donner tous les détails de la bête qu'on étripe, hein, les cris. Et c'était surtout un moment aussi de grandes retrouvailles et puis évidemment d'abondance de nourriture subitement. Tout le monde s'y mettait, hein, et avec les abats très rapidement, il fallait faire du pâté, des saucissons, de la tête pressée, tous ces éléments qui étaient très très bons mais qu'on devait consommer assez vite et qu'on partageait, hein, de manière festive. Alors restaient des belles pièces aussi comme le jambon, notre célèbre jambon d'Ardenne, qui le mérite d'ailleurs, et donc qui lui était parfois vendu ou gardé pour la fumaison dans la cheminée. Hein. Voilà, et ça se conservait évidemment pendant longtemps. Et si on parle de mets sucrés, il y en avait? Ah oui, il y en avait, différents d'aujourd'hui. On n'utilisait pas son paquet de sucre comme ça dans tout et n'importe quoi. C'était surtout d'abord le miel. La terre ardennaise, c'est une terre de bruyère, était réputée pour le bon goût de son miel. Enfin donnait un miel qui était très bon. Bon, on n'était pas à une époque aussi où les abeilles souffraient comme aujourd'hui, hein, pesticides et compagnie. Il faut bien se rendre compte, on va dire, qu'à cette époque-là, finalement, on vivait très écolo, va-t-on dire. On essaye par moments de retourner vers cette façon de vivre qui est un peu difficile à retrouver aujourd'hui. Donc beaucoup de gens avaient des ruches et ce miel était assez abondant. Il était utilisé aussi pour la vente et pour la consommation personnelle. Alors il y a tout le monde des fruits, évidemment. Les fruits offrent du sucre par eux-mêmes. Les fruits du verger, la plupart des fermes avaient un verger. Bon, on connaît les pommes, les poires, les prunes, tous ces fruits-là. Et ne pas oublier qu'il y avait abondance de fruits sauvages aussi, évidemment. C'était un moment précis de l'année, myrtilles, mûres, framboises. Mais vous aviez fait allusion tout à l'heure, on avait des moyens de conserver ces fruits. Oui. Différents moyens, d'ailleurs, oui. Avant le sucre, on va dire, avant de pouvoir acheter du sucre aisément, c'était plutôt des stérilisations ou alors des cuissons de fruits qui donnaient ce qu'on connaît mieux en pays de Liège, peut-être au niveau du nom, le sirop ou le poiré. Hein. Donc ça, c'était avec les fruits abîmés qu'on faisait ça plutôt. Donc ça, c'était une macération lente et en cuisson de fruits comme des poires. Par contre, les autres fruits, bon, j'ai souvenir d'avoir mangé ces poires au vinaigre ou des choses comme ça, stérilisées. Donc prunes, poires. Bon, après, il y avait les alcools de fruits. Bon, tout ça, c'était un petit peu aussi des bonnes choses. Voilà, ça ne manquait pas. Il y avait des fruits secs aussi. Oui, bien sûr. Et ça, on pouvait les ramasser aussi dans la nature, hein, comme les châtaignes et noisettes et autres qui vont servir à certaines préparations ou bien qu'on va griller, etc. Donc, qui étaient faciles à conserver. J'ai oublié de dire aussi que certains fruits étaient séchés. On voyait par exemple les pommes se conservaient bien, hein, dans les greniers secs, etc. Mais parfois on faisait aussi comme des tranches de pommes sur une corde au-dessus de la cheminée ou des choses comme ça, et ça créait des fruits secs comme on en achète dans les magasins maintenant, hein, en fait. Bon, on le faisait soi-même. Alors, et côté boisson, donc c'était pas tout de suite le café. Non, pas tout de suite, mais je ne vais pas dire dès qu'on a pu, c'est pas ça, c'est pas comme si on l'avait attendu, mais
fin 19e, le café est vraiment entré dans les familles et est devenu aussi une boisson de convivialité. Je pense que d'ailleurs, ça se dit encore dans les villages en Ardennes, d'inviter à boire le café. Je t'invite à boire le café. Bon, ça ne se dit pas partout, ça, hein, l'invitation à boire le café. Puis la tasse de café, qui est quand même symbole de, enfin, qui est, oui, symbolique de moments forts, comme les baptêmes, les enterrements, certaines fêtes religieuses, comme la Toussaint, quand les gens se réunissaient, on buvait le café. Bon, ça montre bien qu'à une époque, le café était la boisson un peu rare, un peu utilisée pour des moments forts, on va dire. Voilà. Il y avait d'autres boissons? Les tisanes déjà, bien sûr, et puis certaines ménagères fabriquaient leur propre bière, hein, à partir d'orge ou blond, enfin, elles ajoutaient leurs petits éléments de recette personnelle, hein, même des baies de genévrier, que sais-je, tous les jus de fruits, bien sûr. Voilà. Et puis alors, il y avait une boisson que moi je ne connaissais pas, j'avoue, mais mon collègue m'en a parlé, la freinette. Donc, qui était une macération aussi à partir de feuilles de frêne et qui était très appréciée, une espèce de jus limonade, on va dire. Et avec le miel aussi, un peu d'hydromel encore, non? Oh, oui, sans doute. Hein, ça restait sûrement d'actualité. Je ne sais pas, Philippe, vous en avez bu? Ben, ça revient au goût du jour aussi, effectivement. Voilà, on va dire qu'en tout cas, c'était vraiment utiliser tout ce qui pouvait être produit autour chez soi et y veiller, et l'entretenir. Et ne rien perdre, voilà. Faire attention aussi à ça. C'était le plus important. Oui, je pense que ça l'est toujours. Il faut y revenir. C'est vrai que la manière de consommer a beaucoup évolué. On va peut-être aller jeter un coup d'œil pour voir comment, merci beaucoup en tout cas Françoise, comment ça se passe avec nos deux équipes. Alors, ça va bien? Très bien, oui, merci. On avance bien? On avance, oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Alors pour le moment, je suis en train de faire un pickles avec les betteraves rouges. Donc pour le moment, on va d'abord vite fait les prédécouper et ensuite on les passera dans la saumure afin de donner le goût justement un peu vinaigré. Alors, les pommes de terre, qu'est-ce qu'on fait? On va les cuire? Oui, on va les cuire. C'est la première chose à faire. Oui. On va aller voir du côté des filles, là ça travaille bien aussi, je vois. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Alors moi, je râpe les pommes de terre pour faire les galettes. Exactement. Et donc, je les trempe dans l'eau pour pas qu'elles noircissent. Après, on va mélanger avec la pomme, le lard que Florie va cuire, des œufs, de la farine. Et on va mettre tout ça en quenelle et puis au four. Ce sera pour tout à l'heure. Et vous préparez le pain. Oui, alors je fais des petits paniers de pain que je vais mettre cuire au four pendant 5 minutes à 170 degrés avec des lamelles de pommes à l'intérieur pour que ça fasse une genre de petite fleur. Voilà. Voilà, ben on va vous laisser travailler un peu. On va revenir dans quelques instants avec un prochain invité, Frédéric. Oui, alors, nous avons cru bon de demander l'avis de professionnels de l'ORECA. Alors, j'invite à mes côtés, aux côtés de Philippe, Michel Son et Caroline Houillou. Alors, Michel Son est le gestionnaire, propriétaire avec sa famille de l'hôtel de la Clairefontaine, l'hôtel-restaurant de la Clairefontaine à La Roche-en-Ardenne, président des Logis de Belgique. Voilà, bien près de nous, Michel. Et Caroline Houillou, bien connue ici sur Marche, elle est la gestionnaire avec sa famille du Quartier Latin, restaurant, et tous deux croient dans les vertus du petit déjeuner. Alors je vais leur demander, pour commencer, en les remerciant encore une fois, de nous donner peut-être leur point de vue sur l'évolution du petit déjeuner ces dernières années, vous qui avez tous les deux un regard très pointu sur votre métier. Quelle est pour vous la grande évolution du petit déjeuner depuis 15-20 ans? Michel. Le petit déjeuner est un repas qui de plus en plus prend de l'importance. C'est un moment, enfin dans l'hôtellerie en tous les cas, c'est un moment spécial qui se trouve un petit peu entre la nuit et le jour. Et on aime un petit peu, c'est un passage où on veut vivre ça un peu à son aise. Et le petit déjeuner, en tous les cas en Ardennes, s'inscrit dans une qualité de vie où chacun le vit un petit peu à son rythme. Et c'est peut-être une des choses les plus importantes. Et qui dit qualité de vie, dit également qualité de produit. Et ça, on y reviendra tout au long. Tout à fait.
Caroline, ton avis? Bonjour tout le monde. Mon avis rejoint un petit peu celui de Michel. Donc, j'ai vu évoluer le petit déjeuner dans notre hôtel depuis 25 ans. Avant, les gens restaient très peu de temps au petit déjeuner, ça devait aller très vite et partaient. Maintenant, les gens qui prennent un petit déjeuner à l'hôtel, ils se font une fête de ce repas parce que je pense qu'on ne déjeune plus à la maison, on n'a plus trop le temps, on prend quelque chose très rapidement dans le frigo. Mais ici, on voit que les gens restent très longtemps au petit déjeuner, parfois 1 heure, parfois 1 heure et demie. Et ils sont très heureux de voir des choses qu'ils ne feraient pas chez eux. Donc, je pense que c'est très important. Et alors, s'ils viennent passer quelques jours en Ardennes, je pense que c'est aussi pour voir des produits régionaux et pas uniquement des cornflakes ou des choses comme on peut voir partout. Donc, les idées qu'on va avoir aujourd'hui, je pense que ça peut nous apporter beaucoup de choses et apporter un petit plus, comme on a l'habitude d'en faire. D'accord, bah oui. Alors justement, Frédéric, il y a une enquête qui a été menée par rapport à ce petit déjeuner et qui donne des enseignements très intéressants par rapport à la perception que les clients ont de ce petit déjeuner. Oui, alors vous aurez j'imagine sur le site internet d'Euricatel le lien pour aller télécharger l'étude qui est vraiment très intéressante parce qu'elle met en lumière différents points qui peuvent être des sources d'inspiration pour votre métier. Alors tout d'abord, le petit déjeuner, on l'a dit, mais est de plus en plus important. 77% des personnes interrogées en France, donc on est sur une clientèle française, considèrent le petit déjeuner comme très important dans leur voyage. Et ce côté festif apparaît régulièrement. 80% ont une préférence pour le buffet, parce que qui dit buffet dit abondance, rapidité et convivialité. On y reviendra sur cette notion de buffet. Le petit déjeuner peut influencer le choix de l'hôtel. Donc ça, c'est clairement juste derrière la qualité de la chambre. Donc on voit que le petit déjeuner est un service plutôt d'hébergement et pas un service de gastronomie. Il est lié à cet aspect d'hébergement. Le prix en France était perçu comme souvent trop élevé, mais avec une exigence très importante donnée par le client au rapport satisfaction-prix. Donc ils sont très exigeants, ils font attention à leur prix, mais en même temps, comme on l'a dit, ils sont prêts à donner un peu plus, sans doute, s'ils ont de la qualité derrière. Alors, il y a des éléments essentiels, comme le pain, les croissants, le café, pas de jus de chaussette pour le café, c'était magique aussi, ce qu'on rappelait tout à l'heure, cette importance de prendre le café entre Ardennais. Donc, évidemment, on ne va pas le prendre avec un trop mauvais café. Les produits laitiers, l'emballage, tout ça est important, mais il y a une attente justement sur ces produits régionaux, d'où le travail ici qui est effectué. Alors je vais demander l'avis de Caroline et de Michel sur peut-être ce phénomène où le petit déjeuner tend à s'imposer comme le dîner, comme le déjeuner, comme disent les Français. Donc de plus en plus, les gens mangent le matin pour peut-être faire le saut, l'impasse sur le dîner, le déjeuner du midi. Alors Caroline, qu'en penses-tu ? Oui, je pense que c'est vrai, surtout en week-end ou pendant les vacances. Donc les gens se lèvent plus tard, donc déjeunent plus tard et profitent pour peut-être sauter leur repas le midi parce qu'ils vont faire une grande promenade ou parce qu'ils ont d'autres activités, du golf ou autre chose. Et c'est vrai que le petit déjeuner est vraiment devenu un vrai repas. Michel ? Oui, certainement, c'est devenu un vrai repas. Et la preuve, quelque part, c'est que le petit déjeuner qui, auparavant, était simplement quelques tartines ou un pistolet, comme on dit chez nous, et un peu de confiture de fromage, finalement, s'est transformé en buffet. Et ce buffet a énormément d'importance et on va en parler, un peu le découvrir. Tout à fait. Tu voulais dire quelque chose, Philippe ? Simplement peut-être que puisqu'on parle de l'importance du buffet, mais l'importance des produits du terroir, alors est-ce que vous pourriez chacun nous dire un peu ce que vous mettez particulièrement à l'honneur comme produits de la région dans vos petits déjeuners ? Oui, donc au niveau des produits de la région, d'abord, je crois que c'est d'abord le fait maison. Hein, c'est le fait parmi les différents pains que l'on présente, il y a ceux du boulanger, de son propre boulanger, mais il y a également des pains que l'on fait soi-même, des gâteaux également, gâteaux au chocolat ou au raisin. Il y a tout ce qui est évidemment charcuterie, du bon lard. Et les œufs également. Et je crois que quand on parle de qualité, même quelque chose comme un œuf peut requérir un côté terroir à partir du moment où vraiment vous fournissez quelque chose de qualité. Excusez de revenir toujours avec ce mot qualité, mais je crois que c'est un maître mot. Et alors évidemment,
vous savez très bien que ça s'est très fort développé au niveau des fromages locaux, au niveau du beurre et tout ça. Donc je crois que c'est important de mettre un bon beurre de ferme, un salé et un non salé. Également la maquée, du fromage blanc et différents fromages à pâte molle de locaux. Il ne faut pas multiplier ça parce qu'il faut que ça reste frais et il faut une certaine rotation. Mais c'est important d'avoir la panoplie, je veux dire, et que le client puisse prendre ce qui l'intéresse dans ce choix. Voilà, donc je ne vais pas redire la même chose que Michel. Je sais que c'est très important, les produits du terroir, un bon boulanger. Nous, on ne fait pas notre pain nous-mêmes, mais on a trouvé un bon boulanger, un bon boucher pour les charcuteries. Mais il y a aussi des petites choses du savoir-faire. On fait nos yaourts nous-mêmes, donc c'est très facile puisque c'est quelque chose qui ne demande pas énormément de main-d'œuvre. Des choses aussi un petit peu différentes. Par exemple, on a du jus de pomme pressé qui ne détrônera évidemment pas le jus d'orange, mais on estime que l'orange n'est pas vraiment un produit de la région, donc la pomme, oui. Et on essaye de proposer plus souvent le jus de pomme que le jus d'orange ou des choses un petit peu différentes. Et donc, comme c'est un vrai repas, il y a aussi toute la partie plus salée qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années, en tout cas pas dans notre culture francophone. Et donc de plus en plus on voit, en tout cas quand les gens ont le temps, le week-end, ou même de plus en plus la semaine, nous avons des hommes d'affaires qui font leur petit déjeuner réunion. Donc ils font un vrai repas tout en discutant autour d'une table et des choses comme ça. Alors vous allez maintenant, Frédéric, nous dire un peu effectivement l'importance du buffet, mais aussi du lieu où est le petit déjeuner. Non, tout à fait, Philippe. Mais juste avant, je voulais juste préciser et finalement synthétiser ce qui vient d'être dit. Donc, dans l'étude, on isole trois types d'aliments. Les aliments nobles, charcuterie, produits laitiers, frais, les œufs, la viennoiserie fraîche, les jus de fruits, petits pains, etc. Tout aliment périssable, c'est souvent ce qui est plus cher, le plus fragile et le plus attendu par les clients. Il y a les aliments d'accompagnement, biscottes, céréales, confitures, miel, ça a été évoqué cette importance du miel dans la culture ardennaise, le lait en poudre, etc. C'est le petit plus que certains clients aiment trouver, mais qui n'apporte pas en principe aucune valeur ajoutée. C'est assez banal. Par contre, des aliments d'image viennent compléter, on va dire, ces deux types d'aliments, et c'est la petite touche personnelle de l'hôtelier qui sait recevoir ce qu'il peut proposer parce qu'il l'a fait lui-même. On trouve tout ce qui fait finalement la différence par rapport à un buffet standardisé, des fruits locaux, des jus de fruits pressés, des spécialités régionales, tout ça a été évoqué. Donc il y a vraiment des fondamentaux à ne pas rater dans le petit déjeuner et des attentes qui sont importantes de toutes nos clientèles, même si elles sont diverses, mais on peut rajouter, on va dire, des éléments qui font toute la différence. Alors effectivement, le buffet, on le disait, ça devient un must, et aussi d'avoir un endroit agréable pour prendre son petit déjeuner. Oui, c'est vrai, il faut faire attention à la musique, faire attention à la chaleur, faire attention à plein de choses, aux odeurs. Quelque part, nous, sur nos publicités, on met odeur de pain grillé et de café, parce que maintenant, le café, heureusement, n'est plus une denrée rare, mais c'est une denrée très fréquente. Et pareil, il faut essayer d'avoir une qualité de café, ce qui n'est pas toujours le cas et qui est très difficile à garder d'une manière constante. Donc, il faut vraiment un environnement et quelqu'un qui soit vraiment très attentif à ce que les qualités ne bougent pas. Je reviens avec ton mot, la qualité. Je pense que c'est le plus important de nos buffets petit-déjeuner. Michel ? Oui, simplement, donc le cadre est primordial. En fait, on vit un moment et disons tout concourt à ce que ce moment soit réussi et reste ancré dans la tête des gens et que ça reste un bon moment. Donc l'environnement est très important. Alors effectivement, proposer ce buffet et donc beaucoup de choses par rapport au traditionnel petit déjeuner continental avant, est-ce que c'est rentable ? Je dirais d'abord que c'est un plus qui est devenu obligatoire. Il ne faut pas se poser la question pour voir si on le fait ou si on ne le fait pas. Je crois qu'il faut le faire. Est-ce que c'est rentable ? Je le crois également parce que à partir du moment où les gens ont véritablement vécu un bon moment qui fait partie d'un ensemble, ils reviennent et c'est de la promotion. Je ne vais pas dire gratuite, mais presque, et en tous les cas, c'est la meilleure. Caroline ?
Alors, le petit déjeuner est souvent le dernier moment que le client passe chez nous. Donc, c'est vrai qu'il a dépensé pas mal de choses, la chambre, éventuellement le repas du soir. Et le petit déjeuner, est-ce que c'est rentable ou pas? C'est très difficile parce que c'est aussi un peu une forme de publicité. C'est la dernière chose qu'il garde en tête. Donc, quelque part, autant qu'il en parle en bien, qu'il en parle autour de lui, et ça ne compte pas. Donc c'est vrai qu'augmenter la qualité du petit déjeuner, on augmente bien évidemment le prix, il n'y a pas de miracle, on est là pour ça aussi, mais on reste raisonnable parce qu'on sait que c'est notre publicité aussi, un bon petit déjeuner. Voilà, c'est une belle carte de visite que d'avoir un bon petit déjeuner à proposer. Alors il y a aussi, je pense, dans l'étude, Frédéric, il est question des horaires aussi qu'il faut bien adapter. Oui, en fait, il y a toute une série d'erreurs à éviter, évidemment. Et notamment, c'est vrai, la question des horaires est à tenir à l'œil, parce que le client peut être très vite satisfait si ce n'est pas clair dans sa tête les moments où il peut venir manger, et puis finalement, s'il rate son petit déjeuner. Donc, dans les erreurs à éviter, ce qui est relevé, c'est que, et ça vaut surtout pour les villes, c'est que la salle en sous-sol, sans lumière, c'est pas forcément ce qui est de plus agréable, même si c'est parfois la seule manière d'accueillir les gens pour un petit déjeuner en ville, mais dans nos campagnes, c'est beaucoup plus facile. Alors, à éviter évidemment la non-maîtrise de la qualité des produits alimentaires, café, pain, on a déjà abordé cet élément. Ne pas présenter des aliments fragiles sur des systèmes de froid, sans système de froid, donc là pour éviter tous les problèmes qui pourraient être générés, la récupération beaucoup plus difficile, la chaîne du froid qui est cassée, le beurre qui est plus vite fondu, etc. Ne pas protéger les aliments sensibles avec un couvercle, tricher en délayant de l'eau dans le jus et dans le lait, souvent ça a du goût, et je pense que beaucoup d'opérateurs le savent. Une salle triste, un buffet, Caroline évoquait tout cela, mal valorisé, un côté moribond, un côté mal éclairé, etc. Donc tout ça tend à réduire le côté festif du petit déjeuner. Un service négligé, des débutants éventuellement qui bafouillent un petit peu, mal habillés. Bon, tout porte à croire que le petit déjeuner reste une prestation qui gratifie finalement, et comme tu l'évoquais Caroline, la réputation de l'hôtel. Et enfin un système non ergonomique pour le client. Il ne faut pas que le client se retrouve complètement piégé par la manière de travailler avec les ustensiles qui sont là. Il ne faut pas qu'il se brûle non plus, donc il faudrait quelque chose qui est assez pratique pour le client. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel, de tout cela, de cette exigence du client et ces erreurs à ne pas réaliser? Oui, évidemment, c'est toujours un petit peu une question d'organisation, et petit à petit on y arrive et on se perfectionne toujours. On modifie un petit peu en fonction du désir des clients, et c'est tout simplement une question, pour ce dont tu parlais, d'hygiène et de professionnalisme, je vais dire de base, voilà. Oui, ben, il y a aussi évidemment les personnes qui sont en charge du petit déjeuner. C'est aussi un vrai métier. Ce n'est pas simplement la réceptionniste qui vient entre deux clients faire le petit déjeuner. Ce sont des personnes qui font que ça, ou en tout cas que ça une partie de leur journée, et qui sont vraiment motivées à ça. Et c'est leur petit déjeuner aussi. Donc je pense que si on responsabilise correctement les personnes en place, ils feront de leur petit déjeuner un vrai moment de convivialité. On a un témoin ici qui va nous dire ce qu'il pense du petit déjeuner, c'est le ministre-président, Willy Boursu. Alors, c'est important le petit déjeuner. C'est important le petit déjeuner, je suis témoin en tout cas, je ne connais pas encore ceux de La Roche, mais que les petits déjeuners du quartier latin sont effectivement pensés, préparés, équilibrés, organisés tels que vous les avez décrits. Deux mots pour dire combien la formation est extrêmement importante, saluer les jeunes de l'Athénée de La Roche. C'est un projet européen aussi qui mobilise, Interreg, avec un certain nombre de partenaires. Tout ce qui peut donner de l'investissement dans la qualité de la formation, et donc après dans la qualité du service, dans l'attractivité de nos régions et de nos établissements, c'est un plus. Raison pour laquelle il faut le soutenir. Merci de votre action et de votre présence. Merci, Monsieur le Ministre-Président. Ben voilà, je pense, Frédéric, qu'on a dit un peu tout sur peut-être un dernier conseil chacun par rapport pour bien avoir un bon ce qu'il ne faut pas oublier pour bien avoir un bon petit déjeuner. Oui, je pense que ça va. Ce qu'il ne faut pas oublier. Je crois, comme je l'ai dit tantôt, que le petit déjeuner, c'est un moment important dans la journée du client, et c'est important qu'il se sente à l'aise et puisse passer ce moment à son rythme et passer un petit peu, je vais dire, de la nuit, et se mettre en route à son aise avec tout ce qui peut
ce qui est à sa disposition en fonction des produits qu'il a l'habitude d'utiliser, de manger, et également lui proposer quelques produits qui l'amènent vers autre chose. Voilà. Merci. Merci Michelson, Caroline. Je ne vais pas jouer l'institutrice, mais je pense que chaque hôtelier, quelle que soit sa structure, devrait prendre le temps de prendre le petit déjeuner dans son hôtel et de voir ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, et éventuellement amener des idées qu'il aurait pu voir dans d'autres hôtels. Je crois qu'on ne fait pas de miracle et on peut toujours apporter un petit plus en vivant soi-même les choses. En conclusion, on va revenir à l'enquête menée en France. Il faut une prestation qui soit au minimum à la hauteur des attentes, une fonctionnalité remarquable et une facilité d'exploitation, une garantie d'hygiène, un produit valorisant, vendeur, moderne, qui favorise aussi une bonne marge de l'hôtel, une rentabilité notable et un buffet qui libère le personnel à l'accueil et les autres prestations. Merci en tout cas à vous d'être venus témoigner. Merci Caroline Houillou, merci Michelson, et on va voir un peu où en sont nos jeunes maintenant dans leur travail. Peut-être un petit point de vue, Madame Grégoire, selon votre point de vue, est-ce que cela avance bien? Oui, ça avance bien, je pense qu'on sera dans les temps, il n'y a pas de souci. Donc oui, Nicolas a même fini ce qu'il avait à préparer, il attend la cuisson de ses pommes de terre, donc voilà, tout se met en place tout doucement. Oui, on peut rappeler quels sont les produits qui sont en train de préparer? Oui. Donc alors, chez les garçons, donc il y a un produit qu'on a dû préparer à l'avance, qui est le gravlax de porc. Alors pourquoi à l'avance? C'est parce qu'il y a 24 heures, donc la viande de porc doit mariner pendant 24 heures. Donc là, voilà, redites-nous un peu ce que c'est qu'un gravlax. Alors, qu'est-ce qu'un gravlax? Alors, à la base, donc, le gravlax, c'est un gravlax de saumon en réalité, donc, qui se fait à la nette. Donc ici, on a un petit peu transformé la recette, on a essayé avec du porc. Et normalement, avec le saumon, c'est de la nette. Ici, on aura mis de l'estragon aujourd'hui pour changer aussi. Donc on a testé, on a trouvé ça très bon, donc voilà. Donc 24 heures à l'avance, il faut le préparer. Voilà, donc comment est-ce qu'on prépare? En réalité, on met donc, pour une certaine quantité de sel, on met un quart de sucre en plus. Donc on met ça sur la viande, on enrobe évidemment avec l'épice qu'on a choisi, en l'occurrence aujourd'hui l'estragon. Et alors on fait mariner ça, nous on l'a mis sous vide pour que la marinade prenne vraiment bien. On laisse prendre pendant 24 heures et ensuite on ouvre le sous vide, on doit le rincer pour éliminer un maximum de sel. Et puis ensuite, en fait, donc c'est une cuisson sans cuisson quelque part, donc en saumure. Donc c'est le sel qui a absorbé tout le liquide qui se trouvait dans la chair de la viande, qui fait qu'il est cuit grâce au sel. Voilà, ça c'est la première chose qui nous préparait. Avec ça? Alors avec ça pour les garçons toujours, donc ils nous ont préparé pour l'instant du pain perdu. Donc ça, on est resté un peu dans les classiques, si ce n'est que plutôt que faire uniquement sucre, c'est sel et poivre, avec un tout petit peu de sucre dedans. Donc ça, on a eu qui est en train de les cuire pour l'instant. Ensuite, avec ça, on a un petit crumble qui reviendra par-dessus. Donc beurre, farine, sucre et des noisettes. Et alors, on a aussi Nicolas qui va nous préparer tout à l'heure les croquettes de pommes de terre. Donc, il a fait des croquettes de pommes de terre et à l'intérieur, il va insérer une maquée, sel, poivre et ciboulette. Voilà, ici, c'est le fameux gravlax qui arrive là. Oui. Voilà, voilà. Ouais. Et chez les filles, alors? Alors, chez les filles, elles sont en train de préparer... On a Capucine qui découpe les caissettes toujours de pain. Donc, ça prend un peu du temps, hein, c'est quand même des découpes importantes. Donc elle va, après, une fois qu'elle aura découpé, mettre des fines tranches de pommes par-dessus et cuire ça au four avec juste un tout petit peu de sucre pendant 5 minutes. On a les filles qui terminent les galettes de pommes de terre, oui. Donc auxquelles elles vont ajouter des pommes, un petit peu de l'œuf et de la farine pour que la galette de pommes de terre tienne. Exactement. Et alors elle nous fera des quenelles et elle cuira ça au four. Alors. Voilà. Avec ça, donc, elles vont nous faire des œufs brouillés. Elles sont restées un peu plus dans le classique pour les filles. Et au dernier moment, elles prépareront aussi du foie de volaille. Alors, le foie de volaille, pourquoi elles sont plus parties là-dessus? Parce qu'à l'époque, on consommait assez bien les abats. Donc, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. Donc, elles ont voulu un petit peu revoir ça. Et en plus, ça revient un petit peu à la mode pour l'instant. Donc, voilà. Ils vont flamber
au Péquet. Donc alors le Péquet qu'on a choisi, c'est un Péquet de la Roche. Donc c'est les caves du Vénitien qui ont lancé ça. Donc qui est un Péquet qui est très bon. Bah, ici, on ne sentira plus les effluves d'alcool parce qu'il va être flambé, bien évidemment. C'est déjà pour préparer un peu le carnaval à La Roche, ça, quoi. Oui. Voilà, voilà. Et alors, qu'est-ce que... Voilà, j'ai dit. Et alors, avec ça, elles ont préparé aussi à l'avance des petites billes de carottes mauves. Donc, ça, vous les verrez tout à l'heure parce qu'il faut qu'elles se gardent au frigo un maximum. Mais le principe, c'est de préparer donc une purée de carottes qu'on liquéfie un petit peu avec un peu de vin blanc. Et alors, comment dire? Donc, on va fixer ça avec de la gélatine et pour obtenir les billes, on les trempe dans une huile qui est assez froide et on obtient des toutes petites billes. Comme ça, vous allez voir tout à l'heure, c'est très sympa. Eh bien, on découvrira tout ça. On va les laisser travailler, continuer à préparer. Les deux équipes avancent bien. Et tout à l'heure, vous pourrez d'ailleurs voter pour votre petit déjeuner préféré, puisqu'il y aura les deux petits déjeuners, qu'il y a une urne ici. Vous laisserez sur votre bulletin votre adresse mail, parce que vous obtiendrez en retour toutes les recettes qui auront été préparées cet après-midi devant vous. Alors, à nos côtés maintenant aussi, Olivier Assindinus, c'est le chef du quartier latin. Alors, effectivement, on a parlé de tous ces petits déjeuners, mais vous allez plus nous parler, vous, de l'aspect des produits qui sont proposés. Oui. Donc, en fait, comme Caroline l'a bien expliqué, chez nous, on cherche vraiment à promouvoir tout ce qui est comme produits locaux. Et donc, à travers le jus de pomme, ça, c'est un premier aspect. Mais les charcuteries sont aussi sélectionnées de façon à ce qu'on travaille un maximum avec les artisans de la région, notamment les fromages, où on a la fermière Maître de Meillan qui n'est pas très loin de chez nous, et donc on s'approvisionne chez eux. Donc entre autres, on a une facilité parce qu'on a quand même pas mal de produits et une belle filière wallonne qui promouvoit assez bien les produits wallons, et donc on a très facile d'identifier et de trouver ce qu'on cherche. Par rapport ici aux produits qui sont proposés aux jeunes. Mais je suis très interpellé et très impatient si on peut déguster le porc en gravlax, parce que ça c'est un bon défi. Le saumon c'est une chose, mais il cuit très vite. Le porc c'est beaucoup moins facile parce que la texture est très filandreuse et je me réjouis de goûter ça. Techniquement, si ça marche, c'est une prouesse. La croquette de pommes de terre est beaucoup plus classique. Le fromage blanc va très bien avec. On aura ce côté farineux et cette acidité du fromage blanc, donc qui rehaussera et qui donnera un peu de peps à cette pomme de terre. Il faudra voir si l'épice sera bien jaugée. Donc tout est une question d'équilibre. Toujours quand on prend différentes textures et différentes acidités et douceurs, il faut mettre tout ça en musique. Le crumble, le fruit sec, ça c'est quelque chose qui marche très bien. Je me réjouis aussi de voir le pickles ardennais. Qu'est-ce qu'ils entendent par pickles et qu'est-ce qu'ils entendent par ardennais, évidemment. Il y a des betteraves, apparemment. Donc voilà. La tuile, c'est quelque chose de plus classique. Donc je me réjouis de voir ça. Ah ok, ça va. Ben, voilà. Alors, c'est côté garçon, ça? Donc côté fille. Ça c'est fille, oui. Côté fille. Donc côté fille, foie de volaille, c'est assez osé pour un déjeuner. Foie de volaille, je demande à voir. Les noisettes, ça marche assez bien. Flambé au péquet. Donc là, on est vraiment sur une entrée assez compliquée. Donc, mais pourquoi pas, le matin, les gens qui se sentent d'attaque et devant une grosse journée, on peut tenter le foie de volaille. Les œufs brouillés, bon, ben, la maquée, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc ça, c'est un peu plus classique. La galette de pommes de terre, on en revient avec la pomme et lard. Ça, c'est quelque chose qui a une belle identité. Et là, on peut jouer 100% ardennais. Donc, et alors, le pain du dolmen, qui est un excellent pain.
Donc ça marche bien. La tuile de pomme qui est un classique également. Donc je pense que c'est un bel équilibre. En plus, ils ont choisi des recettes tout à fait différentes. Et donc, le tout donne une belle palette de goût et de saveurs. Voilà, on voit là le gravlax qui se prépare tout doucement. Et la dégustation, ce sera pour tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup, Olivier Assadinus. Audrey, maintenant. C'est vrai que, on l'a vu, c'est important. Ce que pense le client, c'est très important. Et ce client, il s'exprime beaucoup, notamment maintenant via Internet, via les réseaux sociaux. Donc, tout ce qu'on appelle l'e-réputation pour un hôtel-restaurant, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bonjour à tous. Donc, en effet, il faut savoir qu'actuellement, 85% de votre clientèle vont aller voir les avis, les commentaires sur Internet, sur des sites tels que TripAdvisor, Zoover ou autres. Et sur base de ces commentaires, ils vont opter pour la réservation dans votre hôtel, dans votre restaurant, dans votre chambre d'hôte. Donc c'est important en gros d'être présent sur Internet, d'avoir et de vous créer une e-réputation, donc une réputation sur Internet. Donc, certains hôteliers ou restaurateurs me disent souvent « Oh, moi je ne veux pas y être parce que j'ai peur des avis négatifs ou j'ai peur d'être lynché sur Internet. » Mais sachez que vous y êtes. Donc, vos clients peuvent aller créer votre fiche, peuvent aller augmenter, mettre des cotations sur votre établissement, sur des sites tels que TripAdvisor. Donc autant prendre le contrôle de ces fiches, de ces présentations et mettre en avant les forces de votre établissement. Alors, donc, dans les thématiques que l'on retrouve dans les commentaires TripAdvisor ou autres, on se retrouve avec des commentaires relatifs à l'accueil, à la propreté de votre établissement, au service et aussi à la nourriture et principalement au petit déjeuner. Surtout quand le petit déjeuner devient vraiment un atout pour votre établissement. Un atout, oui, ou alors quelque chose de vraiment négatif. Donc c'est lorsque c'est très positif ou très négatif qu'on parlera principalement de ce petit déjeuner. Alors, moi je me suis amusée à aller consulter les cotations TripAdvisor de plusieurs hôtels et restaurants de la province du Luxembourg pour savoir un peu où on se situe actuellement. Et donc sur 20 commentaires analysés, plus de 18 commentaires mentionnaient des avis sur le petit déjeuner. Donc ils parlaient de quoi? Ils parlaient soit de la présentation du petit déjeuner, de l'origine et de la qualité des produits et du descriptif du contenu du petit déjeuner. Donc lorsque par exemple vous avez du jus de fruits frais pressé, fraîchement pressé, cela se retrouve dans vos avis. Ça aide les clients à connaître un peu, donc sans être venus chez vous, à voir ce qui se fait chez vous. Et alors, lorsque le petit déjeuner propose des produits de terroir, des produits locaux, le mot local ou produit de terroir figure dans les commentaires. C'est vraiment impressionnant de voir comme les gens relèvent cet aspect-là. Et je pense que ça peut inciter des clients potentiels à venir chez vous. Donc, par exemple, dans les exemples de commentaires positifs que j'ai relevés, on voyait petit déjeuner excellent avec des produits du terroir et ses propres confitures. La table d'hôte digne d'un chef étoilé. Donc c'est vraiment des commentaires valorisants qui peuvent être une plus-value pour votre établissement. D'autres commentaires disaient « Délicieux petit déjeuner du terroir dans une ambiance très conviviale ». Un autre commentaire « Quant au petit déjeuner avec tous les produits du terroir, c'était superbement bon et les quantités généreuses. Bravo à nos deux hôtes ». Donc c'est vraiment quelque chose qui figure dans ces commentaires lorsque c'est positif. Malheureusement, lorsque c'est négatif, ça y figure aussi. Donc autant se baser sur vos avis négatifs pour essayer d'y remédier en innovant, en proposant des petites touches locales dans votre petit déjeuner ou en y mettant ou en remédiant donc aux problèmes qui sont évoqués par vos clients. Ici, dans les exemples de commentaires négatifs, j'ai relevé celui-ci. Pour ce qui est du petit déjeuner, il n'est pas digne d'un 4 étoiles. Buffet pas assez varié, omelette froide, présentation de certains aliments laisse à désirer. Les pains se trouvent dans le sachet du boulanger.
c'est pour moi inadmissible. Nous sommes dans un 4 étoiles et non à la maison. Donc ici, le client voulait vraiment montrer, moi je viens au restaurant, c'est un plaisir, c'est quelque chose de différent de chez moi. J'ai envie de passer ce moment-là en compagnie de mes proches et en profiter. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un plus. Et ici, à travers ce genre de commentaires, l'image de votre établissement en prend un coup. Donc ici, par rapport au fait au problème que les pains se trouvent dans un sachet de boulanger, à vous d'aller chercher des beaux paniers en osier, de mettre un tissu et de présenter votre buffet de manière à ce que ce genre de commentaires ne figure plus sur Internet. C'est important. C'est important aussi, je rebondis là-dessus, l'éclairage. Un bon éclairage mettra vos produits du terroir en avant, mettra tout ça et aussi vous aurez des commentaires plus positifs. Alors, je cherche ma présentation. Ah voilà. Non, je ne sais pas où elle est. Je vais y trouver. C'est bien, il y a des feuilles partout. Donc en gros, ce n'est rien. Le petit déjeuner, c'est vraiment la dernière l'image que les gens auront avant de quitter votre établissement. Donc ils iront petit déjeuner et ils partiront. Donc c'est vraiment l'image. Et je pense qu'un bon petit déjeuner peut vraiment faire en sorte qu'ils reviennent, fidéliser votre clientèle. Et se distinguer avec des produits locaux peut être un élément différenciant qui vous permet justement d'obtenir des cotations qui sont toujours meilleures. Je terminerai en disant que la communication autour du petit déjeuner, on peut la faire fatalement sur votre site internet. Vous devez mettre ça en avant sur votre site internet, mettre une page présentant vos produits, présentant vos producteurs locaux, mettez en avant la force de votre établissement. Mais aussi, une fois que les clients sont sur place, que votre personnel à l'accueil en parle de la prestation petit déjeuner. Pourquoi ne pas mettre des affiches, du visuel par rapport à ce petit déjeuner dans les espaces publics, dans un ascenseur ou autre, en précisant les heures, en précisant la force, l'aspect local ou autre. Et finalement, comme Madame Ouillet en parlait tout à l'heure, la communication olfactive est aussi très importante. Une odeur de pain grillé, une odeur de café ou de croissant, ça attirera les clients et vous aurez ce taux de conversion qui sera plus élevé pour amener vos clients dans votre salle de petit déjeuner. Voilà. Voilà, je pense qu'on a donné beaucoup de recommandations. Il ne reste plus que dans quelques minutes à avoir l'aspect gustatif, dégustation, avec la suite et fin de la préparation. Alors peut-être qu'ici dans l'Assemblée, il y a des questions par rapport à tout ce qui a été dit depuis à peu près 1 heure maintenant. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment, c'est l'instant. Buongiorno. Buongiorno, come va? Va bene? Sì? Buongiorno. Buongiorno. No, il manquait un petit quelque chose au petit déjeuner. Venez. Il manquait un petit quelque chose au petit déjeuner. C'était le petit péquet. Non? Le petit péquet, nous dit monsieur, qui nous vient de quelle... Vous venez de quelle région? D'Italie ou de Belgique? Ah, d'Italie et de Belgique. Vous êtes d'Italie et Bergamo, un bergamasco, fino Milano. Ah, d'accord, ok. Non, de Belgique, de Bastogne. De Bastogne, ok. Et votre idée, c'est le petit péquet au petit déjeuner? Non, c'est pour rire. Il est ici, voilà. Ah, il est là, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Merci beaucoup. Grazie mille. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou des idées qui pourraient être données en sachant, donc pour rappel, qu'on est ici sur une première étape d'un trajet qui doit nous amener à qualifier ce que devrait être le petit déjeuner ardennais dans vos cartes et ce qui pourrait nous servir aussi d'appui pour communiquer plus là où nous pouvons le faire à travers par exemple le site de la FTLB qui fait pour info plus d'1 million de visiteurs par an. Donc en quoi on peut communiquer tout doucement sur l'importance de séjourner dans un lieu comme un hôtel ou une chambre d'hôte pour aller aussi consommer un bon petit déjeuner qui fait la différence par rapport à d'autres destinations. Le client saura quand il vient chez nous, il a un petit déjeuner qui répond à la hauteur de ses attentes et qui va même parfois au-delà de ses attentes. Donc est-ce qu'il y a des idées ou des bonnes pratiques, ou, en sachant que peut-être que certains ne veulent pas révéler leurs bons plans ou leurs secrets de fabrique, mais est-ce qu'il y a éventuellement des interventions? Non? Non, tout...
Tout paraissait clair? Allez, vous avez probablement l'envie de goûter ce que nos étudiants. Madame Grégoire est là-bas, on tenait à la remercier vraiment, parce que Madame Grégoire, en fait, a relevé le défi. On a eu l'opportunité de venir ici à Auricatel, et en très peu de temps, avec ses élèves de 5e, je ne sais pas si ça a été dit, oui, ça a été dit, hein, de 5e et de 6e, a accepté de relever le défi de cette présentation, de cette première étape du petit déjeuner ardennais, qu'on va soumettre aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration pour avis sur la rentabilité, sur le côté pratique des produits, le côté technique des produits. Et tout ceci fera l'objet d'un carnet d'inspiration, sur ce que devrait être le bon petit déjeuner ardennais. Alors, en parlant de carnet d'inspiration, on est allé un peu vite tout à l'heure pour gagner du temps, mais sachez que le projet Tendance ici, soutenu par l'Europe, la Wallonie, la province de Luxembourg et d'autres acteurs, entend sortir 4 carnets d'inspiration. Un premier carnet d'inspiration sur les produits tendances. Donc quels sont les produits qui peuvent être exploités, sur lesquels vous pouvez faire une bonne marge, qui sont attendus par le public. Donc ça fera l'objet d'un carnet d'inspiration sur des produits qui peuvent être attendus et qui peuvent vous différencier des autres. Un carnet d'inspiration sur la gastronomie et le petit déjeuner ardennais, ça c'est ce qu'on va présenter, c'est ce qu'on présente aujourd'hui. Un carnet d'inspiration sur le design. Donc on va réfléchir à comment, dans la décoration de votre salle de restaurant, de votre hôtel, de votre hébergement au sens large, vous pouvez éventuellement mieux ou encore intégrer l'ADN du territoire ardennais, ce qui fait sa spécificité, la pierre, le bois, la végétation et d'autres, pour donner une marque de fabrique, on va dire, au côté design. Donc ça aussi, un carnet d'inspiration touchera et vous sera disponible, avec aussi toute une réflexion autour des architectes d'intérieur qui peuvent vous aider à conseiller, à vous donner en tout cas, qui peuvent vous aider à mieux personnaliser encore l'intérieur de votre établissement. Et enfin, un carnet d'inspiration que l'on devra à Audrey, ma collègue, sur les bonnes pratiques d'un point de vue numérique. Alors ça fait peur, évidemment, le numérique, mais sachez que quand c'est un tout petit peu réfléchi, ça fait tout de suite moins peur, et surtout c'est assez bankable, quoi. Quand on est vous le savez déjà, hein, parce que bon, nous on est un peu fonctionnaires, vous allez dire qu'est-ce qu'il raconte, mais voilà. Par contre vous savez vraiment ce qu'il en est, mais en tout cas nous on relève cela. Ça peut être très rentable évidemment d'être très précis sur les moteurs de recherche et sur les avis, et ça peut très vite vous amener de la clientèle et du chiffre d'affaires évidemment. Est-ce que tu vois encore autre chose, Audrey? En attendant, c'est pas qu'on meuble un peu, mais les pommes de terre cuisent lentement, mais ça vient. Donc on va pouvoir commencer, Madame Grégoire? Dans quelques minutes. Voilà, les garçons vont donc envoyer leur première préparation. Encore un peu de patience. Voilà. Alors, tout cela a l'air de bien se préparer. Effectivement. Les pains perdus, ça va? Ah, très bien, oui. Les galettes, il n'y a plus qu'à les cuire. Oui. Et il faut les passer longtemps au four? Une dizaine de minutes. Voilà, voilà. Les croquettes, eh bien, la matière première est prête. Dites-moi, écoutez, les croquettes, c'est mon collègue qui est en train de les faire, mais il a bientôt fini normalement, donc il n'y aura aucun souci. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent au four tout doucement. Donc, ça se précise petit à petit. On vous retrouve dans quelques instants. Je vais rajouter encore une petite chose. Évidemment, et le salon Auricatel est un formidable lieu pour cela, mais tout dépend évidemment de la qualité des produits, de la mise à disposition des produits. Donc, soyez évidemment bien exigeants sur vos fournisseurs. Et on voulait faire aussi une petite publicité pour une tendance et toute une série d'actions qui sont menées, notamment pour amener dans vos restaurants les produits locaux. Et donc toute une série de dynamiques se mettent en œuvre. Pensons à l'Iterroir, ici dans la vallée de l'Ourthe. Pensons au réseau solidaire, avec cette voiture qui va auprès des artisans pour aller chercher du sous-vide ou des produits qui peuvent vous être livrés. Donc sans devoir faire appel à des grandes marques qui sont sans doute présents, des producteurs de terroirs locaux, luxembourgeois, namurois, s'associent pour pouvoir vous délivrer et pour pouvoir vous remettre toute une série de produits
très locaux et sur le coup très du cru. On n'a pas interrogé tout à l'heure Caroline et Michel, mais c'est vrai que probablement que cette tendance se confirme et que tout doucement, ça devrait être plus facile pour vous d'avoir une livraison de produits, de produits pour la construction de vos petits déjeuners ou de vos repas d'ailleurs au sens large. Il y a toute une série de dynamiques qui sont mises en œuvre. Tu en connais peut-être d'autres aussi, Philippe ? En tout cas, il y a aussi des sites internet comme le site Terroir Luxe qui globalise un peu tout ça. Effectivement, il y a plus dans le sud le réseau Solidairement, l'Iterroir ici dans le nord et beaucoup d'autres acteurs éparpillés en Gaume, etc. Il y a vraiment moyen maintenant de s'approvisionner chez les petits producteurs via tous ces réseaux. Et c'est vrai que c'est très facile d'avoir toutes les informations maintenant qui se retrouvent sur des sites, je dirais, comme Terroir Luxe et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des producteurs dans la salle, dans l'assistance, non? Des restaurateurs? Oui? Timide. Voilà. On va peut-être rappeler les produits qui vous seront proposés dans quelques instants. Donc, avec l'équipe des filles, vous aurez des foies de volaille aux noisettes flambées au péquet adouci au miel, des œufs brouillés à la maquée, des galettes de pommes de terre au lard et aux pommes, des toasts de pain dolmen et des tuiles de pommes. Chez les garçons, il y a donc ce fameux gravlax de porc. Il y a aussi des croquettes de pommes de terre au fromage blanc, du crumble de fruits secs, du pickles ardennais et des pains perdus qui sont toujours en train de bien cuire. Je pense que tout à l'heure, on parlait de l'importance des odeurs. Je crois qu'elles sont maintenant bien présentes ici sur le stand et que tout le monde peut en profiter. Je vois que les œufs brouillés sont aussi en bonne voie. On ne peut pas dire qu'ils soient stressés, hein. Franchement, ils font ça méthodiquement, Madame Grégoire. Oui, donc, effectivement, ce sont tous des élèves de la section hôtelière de l'Athénée Royal de La Roche-en-Ardenne. C'est bien ça, oui. Oui. Donc, pour la plupart, ils ont commencé en 3e année chez nous. Donc, ceux qui sont avec le liseré vert donc, sont en 5e et donc, les terminales en 6e sont en bleu. Donc, voilà, on a une donc, petite option hôtelière. Vous pouvez venir manger éventuellement chez nous à l'école tous les mardis et tous les vendredis. Donc, on ouvre le restaurant pour des clients extérieurs. Donc, en ce moment, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous trouver. On a une page Facebook qu'on a créée aussi cette année. Donc, vous pouvez éventuellement faire la demande et vous pourrez voir les menus et voir les différentes choses qu'on réalise tout au long de l'année. Alors, effectivement, on le signalait tout à l'heure, il y a bien sûr des stages chez des professionnels pour chacun de ces élèves. En effet, oui. Donc, en fait, ils sont divisés. Donc, en 4e année, ils ont déjà une semaine de stage, mais là, ce sera plus de l'observation, vraiment pour découvrir le métier, voir si vraiment ça leur plaît et s'ils comptent poursuivre. Ensuite, en 5e année, là, ils ont 40 services à réaliser, mais là, uniquement en salle. Et en plus de ça, ils ont 25 heures d'hébergement à réaliser aussi. Et alors, en 5e, là, ils ont 45 services à réaliser en cuisine. Et alors, voilà, on leur demande de choisir au moins 2 établissements différents, histoire de voir d'autres horizons. Voilà, ça permet d'avoir un panel très élargi. Oui, en effet. Je pense que ça se termine doucement, ils vont bientôt pouvoir dresser. Alors, le gravlax, on va le servir en petits morceaux ou... Oui, en fait, donc, on l'a tranché, donc voilà, on l'aura émincé sur l'assiette.
Donc en fait, vous allez avoir le pain perdu, alors le gravlax va revenir par-dessus. Voilà, les deux iront bien ensemble. Oui, on a essayé. Ah, si vous l'avez goûté, c'est que c'est bon. Oui, ça c'était très bon. Alors évidemment, c'est un peu salé forcément, parce que c'est original, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne mange pas tous les jours. Mais c'est particulier et je dois dire que j'apprécie beaucoup. Et sinon, maintenant, il y a déjà pas mal de choses qui cuisent dans le four. Oui, d'ailleurs, je vais aller voir les caissettes. Donc, le deal qui était passé avec Madame Grégoire, c'était de partir d'une liste qui nous a été fournie par nos historiens, en l'occurrence Françoise et Pascal Guillain à la FTLB. Donc, eux, les historiens avaient travaillé sur cette histoire des produits locaux, on en a parlé tout à l'heure, des produits ardennais. Et donc, Madame Grégoire avait reçu une liste des produits qui étaient autrefois utilisés, et avec son école, donc il y a eu avec sa classe, il y a eu tout un travail pour sélectionner des produits qui vous sont proposés aujourd'hui. Donc il y a vraiment eu cette réflexion sur ce qu'était l'ADN, l'histoire des produits ardennais, et c'est sur cette base-là, sur cette liste-là que vous vous êtes penché. Vous avez peut-être un petit mot ? Oui, donc c'est Madame Pascal Guillain, oui, qui nous a envoyé un document, donc c'est vrai qu'on a travaillé un petit peu là-dessus. Maintenant c'est vrai qu'il a fallu, ça a été un peu rapide, hein, parce qu'on on a eu peu de temps pour préparer, mais disons que voilà, c'était intéressant pour voir aussi, pour eux, de voir ce qu'on consommait au petit déjeuner à l'époque. Donc ils ont appris qu'on consommait souvent 2 petits déjeuners aussi, hein, un vers 6h, un vers 10h du matin, et voir ce qu'on mangeait au petit déjeuner à l'époque, parce que maintenant ça devient très très limité, hein, à la limite une tasse de café et puis on est parti au travail et on ne mange pas avant midi. Donc voilà, c'était intéressant. Et ils sont repartis de cette liste-là pour créer leur présentation du petit déjeuner. Ça fait penser à une réaction du directeur de l'école Sainte-Julie ici, plutôt de l'internat de Sainte-Julie et Saint-Laurent. Il me disait qu'un des avantages de mettre son enfant à l'internat, c'était qu'il avait l'obligation de prendre un très bon petit déjeuner. Il devait bien manger le matin, et donc quand il vantait les bienfaits de son école et de son internat, il évoquait le petit déjeuner, parce que justement ça aidait les enfants à bien manger et ne pas faire l'impasse sur ce petit déjeuner pour se goinfrer peut-être un peu trop à midi. Donc voilà, le petit déjeuner a de multiples atouts, évidemment, au-delà de l'atout commercial que nous évoquons aujourd'hui. C'est le premier repas de toute la journée, donc c'est bien important. Il ne faut pas le passer, ça c'est sûr, et il faut en avoir un costaud. Hein. On verra, en tout cas ici, ce sera vraiment un costaud que l'on est en train de vous préparer, que ce soit du côté de l'équipe des filles ou de l'équipe des garçons. On s'affaire pour les derniers préparatifs des différents mets qui vous seront proposés à la dégustation dans quelques instants. Je vous rappelle donc que vous pourrez voter pour votre petit déjeuner préféré. Vous aurez un bulletin de participation et vous laisserez votre adresse mail. De cette façon, vous pourrez avoir en retour les recettes des différents mets qui vous sont proposés cet après-midi. On peaufine les derniers détails pour les différentes recettes qui vous seront proposées dans quelques instants. On fait revenir les petits lardons d'un côté. Le four, il y a plein de choses qui cuisent en ce moment. Les derniers pains perdus qui pourront accueillir le gravlax de porc. Les œufs brouillés au bain-marie. Voilà, vous avez une vue sur ce qui est encore en train d'être préparé en ce moment.
le péquet, donc il est bien là. Péquet du fantôme de la roche, ça ne s'invente pas. Tu peux mettre ton paquet. Pour agrémenter les foies de volaille. Donc ici, elle est en train de dégraisser la poêle pour enlever un maximum de graisse. Et puis on va mettre le péquet pour Voilà. enlever les sucres. Elle va déglacer, en effet. Déglacer, avec le péquet effectivement. Pour enlever les sucres. Oh, on va en ajouter un tout petit peu. Hein. Vas-y. Voilà, ici, il faut le faire chauffer avant de l'allumer parce que sinon, il ne prend pas. Ah, on va le faire flamber. Voilà, attention à ta tête. Là. Et voilà. Une belle flambée au péquet. Ensuite, Pour les on petits va lardons. mettre le jus de pomme. J'ai pas de bouteille. Voilà, tu laisses flamber, hein, Florie. Un bon petit feu ardennais. Oui, oui, vas-y. Et alors, on va ajouter du jus de pomme à la sauce. Ouais. Le miel, tu mettras à la fin. Ouais. Là, c'est du jus de pomme pour les lardons. Oui, c'est du jus de pomme. Et on va mettre du miel aussi. Oui, on va ajouter du miel. Mais d'abord, elle va enlever les foies de la cuisson parce que sinon, ils vont être trop cuits. Ce sera pas bon. J'ai dit maintenant, oui, tout le monde sent les odeurs. Et là, on met la dernière main aux croquettes de pommes de terre. On va les façonner. Faire un petit peu de place pour dresser ici aussi. Et là-bas au bout, on est déjà en train de préparer le dressage sur les assiettes. Dernière étape avant la dégustation. Je peux. Une cuillère. Ensuite, tu laisses réduire et puis tu goûtes pour voir s'il faut rectifier. N'oublie pas le sel et le poivre. Le sel et le poivre. C'est un miel spécial C'est un miel, c'est un producteur de la Roche en fait, chez Baudouin. Donc celui qui fait son miel. Voilà. Miel de la Roche en Ardennes. Jacques Baudouin de Horto. Donc, Jacques Baudouin donnait des cours d'apiculture. Oui, c'est un excellent apiculteur. si on a des bons qui commencent à le faire, ouais. Je vois que les œufs deviennent petit à petit brouillés. Oui, hein. C'est aussi pour les pains perdus, ça, le crumble. Ça va aller vite. Non, c'est pour le dressage. Alors là, les pains, ils sont fin prêts. Pardon? Les pains, ils sont fin prêts maintenant. Ils sont toastés avec les tuiles de pomme. Il ne restera plus à mettre le foie, les œufs et la maquille dedans. Voilà. L'état d'avancement.
des différentes recettes. T'as goûté? Oui, mais pas trop. Voilà. Bah, il a déjà réduit. Débat. Oui, on va les servir, il n'y a pas de souci. Là-bas. Il y a des petits papiers. Je vais les mettre au chaud. Alors, on va déjà vous distribuer les petits papiers qui vous permettront de voter pour votre petit déjeuner préféré, celui de l'équipe 1, l'équipe des filles, ou celui de l'équipe 2, l'équipe des garçons. Et n'oubliez pas d'inscrire votre adresse mail pour recevoir en retour toutes les recettes qui auront été proposées devant vous cet après-midi. Donc voilà, on a Rory qui est en train de dresser le gravlax. Voilà. Donc ici, on a les pains perdus qui sont en dessous et il nous met une tranche de gravlax. Et puis le pickles va aller tout autour. Et du côté des filles, on a Inès qui a déjà mis les petites caissettes, donc avec les pommes par-dessus. Ici, elle est en train d'installer les petites billes de carottes mauves. Ah oui. Dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne sais pas si on les voit. Non. Donc ici, c'est le gravlax qu'on voit. Chez toi, ça, oui. Donc oui, en effet, comme Rory le disait, donc on va avoir une touche à la fois salée avec le gravlax oui. et aussi acide avec le pickles. Donc le pickles qui est réalisé avec, c'est une cuisson au vinaigre. Pas uniquement vinaigre, parce que sinon ce serait trop, mais... Donc vinaigre, de l'eau et un petit peu de sucre. C'est ça. Donc pour les légumes, ça. Rory, tu peux mettre 2 tranches, tu sais, de gravlax. Oui, hein. Quand même que les gens... Faut qu'on ait le temps de le goûter, hein. Oui. Bon, ça va aller vite maintenant. C'est juste les œufs brouillés là, qui mettent du temps? Oui, ça y est, ça va aller. Voilà, les œufs brouillés sont presque prêts aussi. Ouais. Attends, je vais t'en donner.
Voilà, tu peux les retirer, je pense que c'est bon. Je vais couper le feu. Oui, avec 2 tranches, c'est pas plus mal, hein? Bah ouais, mais bon, on va même en mettre 3, mais... Non, mais il y en avait assez, hein? Il n'y a pas de problème, hein? Je ne sais pas, on les a tous utilisés. On peut déjà les cuire des croquettes. On peut déjà les cuire. Non. Les choses se précisent. Tout doucement. Les galettes de pommes de terre seront bientôt prêtes. Est-ce qu'il y en a déjà des cuites? Tu peux mettre le pickles autour, vas-y. Le pickles pour agrémenter le pain perdu au gravlax. De porc. Terminer ici. On va mettre les croquettes à la friteuse maintenant. Ben voilà, maintenant il y a de la couleur. On va rajouter un peu de verdure aussi pour la couleur. Je crois que le casque ne va plus. Non, non.
Ouais. Terrible. On n'entend plus, on dirait. Ouais. On n'entend plus. Vous disiez. Je dis les filles vont terminer, donc on va déjà envoyer ceux des filles, en tout cas une partie. Voilà, voilà. Les choses se précisent, effectivement. Encore quelques petites secondes de patience et les premiers plats de l'équipe des filles vont partir pour la dégustation. On va mettre ça sur Facebook. Tous mes après-midi ne se ressemblent pas. Hein. Non, effectivement. Il faut du temps quand même hein, pour préparer tout ça. Ouais, hein. Oui. Dernière touche et puis ils m'ont envoyé les plats des filles. Ah, c'est peut-être pas plus mal. La petite sauce pour bien finir le plat. Je vous rappelle une dernière fois ce que vous allez retrouver donc dans les assiettes.
Pour l'équipe des filles, des foies de volaille aux noisettes flambées, au péquet adouci au miel, des œufs brouillés à la maquée, galettes de pommes de terre au lard, toast de pain dolmen et tuiles de pommes. Et pour les garçons, on vous sert maintenant aussi, eh bien, il y a le porc en gravlax sur le pain perdu, avec aussi du pickles ardennais, des crumbles de fruits secs. Et aussi la croquette de pommes de terre au fromage blanc. Bonne dégustation. Oui, en plus de voter, si vous voulez rajouter un petit commentaire sur les recettes qui vous sont proposées, n'hésitez pas, toutes les remarques sont les bienvenues. Voilà, les plats de l'équipe des filles vont bientôt être distribués aussi. Et on continue à dresser. Voilà, je pense qu'on apprécie déjà bien ce qui est sorti. Est-ce que vous désirez goûter aussi? Non, non, pas encore. Non.
Alors, une fois que vous aurez goûté les deux, n'oubliez pas de voter pour votre petit déjeuner préféré, de remettre votre bulletin dans l'urne avec votre adresse mail pour qu'on puisse vous envoyer par la suite les recettes de ce qui vous a été proposé cet après-midi. Allez, ça diminue. En dessous de la National 4, je prends mon petit billet, je rentre chez moi, c'est facile, mais... Oh, petite vingtaine. On est pour 20 minutes, quoi. Oui. Oui, ça a l'air vraiment appétissant.
C'est bien, vous devez suivre l'exemple de monsieur là, qui est venu remettre son bulletin dans l'urne. Une fois que vous avez goûté les deux, eh bien, votez. Exprimez votre vote et indiquez bien votre adresse email pour recevoir les recettes. Pas de problème. Ah, moi je veux bien. Goûter. Vous avez une fourchette encore? Merci. Quand même goûter, hein? Il y a un monsieur qui m'appelle. Attends, il y a un monsieur qui m'appelle. Bonjour monsieur. C'est bon? Ça a quel goût? Un peu de tout. Un peu de tout? Allez, top chef! Alors, Philippe Herman, est-ce que c'est bon? C'est très bon. Je vois ça, à votre mine réjouie. Bon appétit. Je peux parler dans le micro, dire bonjour, bonjour le monde. Alors, n'oubliez pas donc, une fois que vous avez dégusté les deux plats, de voter dans l'urne. Et aussi, je pense que vous pouvez tous ici présents applaudir tous ces jeunes qui nous ont préparé ces différentes recettes tout au long de cet après-midi. Bravo à tous ces élèves de l'Athénée Royal, de l'école hôtelière de l'Athénée Royal de La Roche-en-Ardenne. Il reste encore quelques plats des garçons qui partiront d'ici quelques toutes petites minutes. Alors, vos conclusions, Madame Lejeune. Madame Grégoire, pardon. Alors, très contente. Ils ont relevé le défi, je pense. Il faut quand même dire que pour eux, c'était comme un premier concours comme ça, filmé devant du monde. Donc, ils étaient assez stressés avant de commencer.
Donc au final, tout a été envoyé avec un tout petit peu de retard. Mais le résultat était à la hauteur. Voilà, c'est le principal. Donc voilà, en tout cas, moi-même, je les félicite vraiment. Ils sont vraiment, comment dire, bien, je cherche mes mots. Ils ont vraiment bien travaillé. Voilà, ils ont vraiment bien travaillé, ils sont bien investis dans le projet, vraiment. Donc voilà, bravo à eux. Une chouette expérience pour tout le monde. Une chouette expérience pour tout le monde, chouette expérience pour eux. Et je pense qu'ils auront peut-être envie de réitérer l'expérience. Voilà, je pense que tout doucement, les bulletins arrivent. Alors on peut peut-être demander à Olivier Sardinus un petit avis sur... il a pu comparer les deux assiettes, le chef du quartier latin. Alors Olivier, venez. Dites-nous, vous avez apprécié ces deux assiettes? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai trouvé une belle prestation, aussi bien des garçons que des filles. J'ai été bluffé par le Gravlax. Franchement, c'était une belle réalisation. J'ai bien aimé le Pickles aussi. Point de vue assaisonnement, c'était assez correct, sauf dans les pommes de terre, mais c'est toujours très difficile d'assaisonner une pomme de terre et d'avoir quelque chose. Moi, personnellement, j'ai trouvé des choses très intéressantes. Peut-être pas au niveau des déjeuners, mais en tous les cas, d'inclure ça dans des entrées ou l'autre, ou des petites dégustations, c'est très sympa. Donc j'ai vraiment apprécié. Voilà, un bon début, une belle réussite, et merci en tout cas à tous pour votre participation. Vous allez pouvoir déguster les dernières recettes, encore voter dans les minutes qui viennent, tant que l'urne est là devant. C'est le moment, c'est l'instant de voter, d'exprimer votre vote. Un petit mot de conclusion, Frédéric? Frédéric, un petit mot de conclusion peut-être sur cette belle expérience? Oui, un petit mot de conclusion. Merci d'avoir été là encore une fois. Et merci à Philippe aussi de la RTBF. Vivacité. Toujours à nos côtés, on peut l'applaudir aussi. Je vous remercie pour lui. Toujours une attitude très bienveillante à notre égard et toujours très positif aussi à l'égard de notre travail. Donc voilà, on le remercie. Merci à toi Philippe. Merci Frédéric, merci à toutes et tous pour votre bonne attention. Et bon salon au Récatel d'ici à mercredi prochain.